Klaus Schwab, bonjour. C'est un grand plaisir, Monsieur Rochepin, d'être de retour. Eh bien, merci. Le forum de Davos donnera le ton de l'année 2017. Beaucoup de changements, hein. Donald Trump, le Brexit, les bouleversements techniques qui influent sur nos vies. On va parler de tout ça. Davos, laboratoire des idées, des personnalités. Comment on commence une année 2007? Dans quel état d'esprit? Oui, on commence dans un état où on a reconnu qu'on est vraiment au fond d'une transformation très intensive, Hein. technologique, économique, politique et sociale. Ah. On va parler de tous ces aspects, y compris sur nos vies quotidiennes. Vous avez signé un ouvrage qui est un très grand succès, ça montre l'intérêt pour ça, la quatrième révolution industrielle, tout ce qui change, la robotique, l'informatique, etc., dans le quotidien. Quelle diffusion à ce stade? Un demi-million. Ah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Combien de langues? 18 langues. Ouais. Et en français en janvier, c'est bien ça? Ça va être publié début mois janvier. Il y a beaucoup d'effets positifs, on en parlera plus tard, hein, mais il y a beaucoup d'effets négatifs dans nos vies vraiment quotidiennes. Même les choses les plus simples, vous dites les caissières de supermarchés, ça parle à tout le monde, Oui. qui sont remplacées par des automates, c'est une révolution. Oui, je crois qu'on sous-estime la vitesse avec laquelle cette révolution va bouleverser nos vies et surtout le marché d'emploi. Beaucoup de choses que je décris il y a un an, qui étaient considérées comme de science-fiction, sont devenues de réalité. C'est aller encore plus vite. Hein. Oui, ça va beaucoup plus vite. Et vous savez, le professeur Schumpeter a parlé de la destruction créative. Ouais. Ça veut dire qu'on détruit des emplois, mais on crée de nouveaux emplois. Et la situation aujourd'hui, qu'on détruit, mais on ne sait pas déjà d'où viennent les nouveaux emplois. La destruction est très impressionnante. Hein. Vous décrivez effectivement ces caissières de supermarchés, ce sont des millions et des millions d'emplois aux États-Unis, par exemple. Là, Aux déjà fait. États-Unis, c'est 4 millions de caissiers, mais il faut ajouter les chauffeurs de camions, les chauffeurs de taxi, etc. C'est un autre 4 millions. Alors, c'est un défi énorme qu'on a de créer les capacités, les compétences Pour de pour nouveaux l'avenir. emplois. Hein. Les marxistes parlaient de prolétariat à une époque, de lumpenprolétariat. Vous employez un mot, le précariat, hein, la précarité, Oui. c'est la nouvelle forme de C'est pauvreté. la nouvelle forme parce que, ou la nouvelle description, ce ne sont pas des gens qui ont des revenus très inférieurs, etc. Ce sont des gens qui sont dans des travails plutôt administratifs, mais qui sont en train de perdre leur travail. C'est pas la misère, c'est une autre forme de danger qui touche, dites-vous, surtout la classe moyenne, Oui, et elle se sent menacée. Et cette classe est très menacée parce que, à travers de la robotisation combinée avec l'intelligence artificielle. Et ce qui est surtout, disons, pour nous un défi, c'est que cette classe est le pilier de la démocratie. Pour nos démocraties, en effet, ça c'est terrible. Il y avait cette promesse de la classe moyenne, l'idée qu'on ne vivra pas forcément mieux que nos parents. Vraiment, ça crée un doute. Oui, parce que les gens, dans un certain sens, perdent leur finalité. C'était la grande promesse capitaliste. On disait, on vivra de mieux en mieux, dans votre génération surtout, les Oui. 30 glorieuses. Oui. On se disait, voilà, on aura des voitures toujours plus grosses, des frigos toujours plus gros. Ça, c'est fini, en tout cas en Europe. Non, pas seulement en Europe, partout. Ce qui caractérise le monde aujourd'hui, c'est cette croissance lente qui est arrivée comme une conséquence de la crise qu'on a eue en 2008. Cette grande crise, parlons-en justement. Il faut se rappeler, Davos 2009, vous dites, voilà, très grande crise en 2008, c'est presque comme 1929. Il y aura des effets sociaux et même politiques, et on y est. Oui, j'ai dit la crise financière va être suivie par une crise économique, après par une crise sociale. C'est la phase dans laquelle nous sommes. Mais ma crainte, c'est que la prochaine phase va être une phase de crise avec la prochaine génération. Parce qu'on a la tendance maintenant de résoudre nos problèmes sur le dos de la prochaine génération. C'est ça. Toujours ce problème, on risque de vivre moins bien après.
Oui, mais il ne faut pas être seulement pessimiste parce que la quatrième révolution industrielle nous donne aussi les moyens d'avoir une vie plus saine, une vie plus verte et même une vie plus accomplie parce qu'on a plus de temps pour nos loisirs, pour notre développement personnel. Vous donnez des exemples très concrets. La voiture automatique, c'était de la science-fiction. Et maintenant, on y arrive, ça sauvera des vies. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a plus qu'1 million de gens qui perdent leur vie sur les routes. Et ça, on pourrait éliminer. La santé, hein, tout ce que cette révolution amène à la santé, y compris dans les plus petites choses. Tout à l'heure, je vous disais, vous êtes sportif, l'état physique, ça compte beaucoup. Hein. Le fitness, mais il ne faut pas oublier que cette nouvelle révolution nous donne la possibilité de guérir des maladies qui, jusqu'à maintenant, étaient incurables. Vous comptez sur votre smartphone les pas que vous faites chaque jour. Hein. Il y a ceux qui le font plus ou moins. Ça paraît anecdotique, mais ça compte dans la gestion de tout, y compris de l'intellect. Oui, c'est important parce que la vie aujourd'hui est tellement complexe. Il y a tant de choses pendant une journée, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Alors, pour digérer tout cela, vous avez besoin d'une fitness personnelle. On évoquait la crise de l'emploi, la crise du capitalisme. Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Vous les observez, les financiers, depuis plus de 40 ans à Davos. À quel moment ils ont perdu un peu la tête? Une partie d'entre eux, en tout cas. Oui, je crois qu'il y a 2 raisons. La première raison, c'est, comme on a déjà évoqué, qu'on avait cette croissance lente, on n'a plus eu cette possibilité d'avoir une vie chaque année meilleure. Mais la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur du capitalisme, on a perdu le sens de solidarité parce que un système de marché toujours crée des vainqueurs et des perdants. Et ça marche seulement s'il y a un degré minimal de solidarité entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Vous êtes fils d'entrepreneur. Vous avez grandi, je crois, dans la région du lac de Constance. Votre père était entrepreneur dans quel secteur? Dans le secteur mécanique. Et ça vous a appris beaucoup de choses. Hein. Ce qu'était à l'époque un patron, c'est un peu différent que ce que c'est hélas devenu souvent. Oui, c'était encore le patron traditionnel qui marchait à travers de l'usine, qui connaissait chaque ouvrier. Aujourd'hui, malheureusement, le système est beaucoup plus froid. Et, vous avez travaillé dans l'usine de votre père, hein? J'ai travaillé dans d'autres usines. Qu'est-ce que ça vous a appris? Ça m'a appris le respect pour le travail manuel. Et je crois que c'était une des meilleures leçons pour ma vie. Vous me disiez tout à l'heure des choses toutes simples. Hein. Quand on a beaucoup été dans le cambouis, ça paraît étonnant que le professeur Schwab, vous avez eu les mains dans le cambouis. Hein. Et à la pause de midi, c'était un problème. Oui, c'était un problème parce que j'ai travaillé dans une sidérurgie. Et là, à cette époque-là, on avait une demi-heure de pause. Alors pour moi, la grande question, c'était soit de laver les mains ou d'avoir à manger. Mais pour les deux, il n'y avait pas assez de temps. Le respect du travail manuel, ça vous est resté dans la tête? C'est resté dans ma tête. Ça aussi, ça m'a conduit de faire les études en ingénieur mécanique. Dans la réussite inouïe du Forum de Davos, il y a de ça aussi, hein, s'occuper des détails. Ça compte aussi. Hein. Ce n'est pas seulement une aventure intellectuelle, il faut les deux à la fois. Il faut toujours le macro et le micro. Mais ce n'est pas seulement à Davos, c'est partout dans la vie. Il faut avoir une conception à long terme. Moi, je dirais une conception grande, mais il faut combiner cela avec le micro-approche. Depuis le début, on parle quand même d'aspects de crise, crise du capitalisme, crise de l'emploi. Depuis la fin de la guerre froide, on vivait sur l'idée que petit à petit, les peuples seraient gagnés par la démocratie libérale, le marché libre. Tout ça s'écroule un peu. Hein. La Chine, la Russie, des peuples qui sont capitalistes relativement, mais au régime autoritaire. Ça change beaucoup les modèles? Ça change énormément parce que je crois que ce qu'on observe maintenant sur le plan mondial,
c'est la transition d'un système monopolaire, les États-Unis, à un système multipolaire. Mais jusqu'à maintenant, on avait les mêmes malheurs. Maintenant, les nouveaux centres de pouvoir ont différentes conceptions concernant, disons, la démocratie, concernant la coopération globale. Et si on coopère sur le plan des mêmes valeurs, c'est stable. Mais si on coopère seulement sur le plan des intérêts communs, parce que les intérêts changent, c'est très fragile. La Chine sera très importante à Davos cette année, très représentée. C'est le symptôme de quoi? Qu'est-ce qu'elle représente, la Chine, aujourd'hui? Selon les statistiques et prévisions, la Chine va dépasser les États-Unis en produit national brut, en pouvoir d'achat, déjà l'année prochaine, au moins dans les trois prochaines années. Alors, la Chine est devenue un poids énorme dans toutes les affaires mondiales. Et je crois que la Chine a maintenant un intérêt d'utiliser ce poids d'une manière responsable. Cela coïncide avec un retrait possible des États-Unis de certains théâtres d'opération, c'est ce que M. Trump a voulu. Ça se fera, d'après vous? Les États-Unis peuvent se retirer un peu de certaines scènes du monde? Non. Le monde est tellement caractérisé par des liens interdépendants, interconnectés. Et les grands problèmes, les grands défis dans le monde, comme le défi de la pollution, aussi terrorisme, etc., peuvent seulement être résolus à travers d'une coopération mondiale. Moi, je dirais, ce n'est pas la globalisation qui a dérouté, c'est notre maîtrise de la globalisation qui a besoin d'être réparée. Les votes des peuples ont beaucoup bousculé les dirigeants ces derniers temps, M. Renzi, M. Cameron, les démocrates aux États-Unis, etc. Vous dites qu'il faut que les dirigeants, c'est le thème du Forum de Davos, soient responsables, mais aussi responsives, c'est-à-dire attentifs, réactifs aux populations. C'est ça qui les écoute plus? C'est comme un pilote dans un avion. Vous avez besoin d'une boussole qui vous montre la direction, c'est-à-dire comme un leader, vous avez besoin d'une conception à long terme, d'une vision, des valeurs, etc. Mais vous avez aussi besoin d'un système de radar qui vous montre le contexte, les attentes du peuple à chaque instant. Est-ce que ça a fait du bien aux dirigeants d'être un peu bousculés par les peuples, par les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils étaient parfois dans une bulle de dirigeance? Non, aujourd'hui, je crois, si on veut être un leader, il faut ce qu'on appelle une intelligence contextuelle, c'est-à-dire on travaille dans un grand écosystème, c'est-à-dire tout est lié un aspect à l'autre. Mais vous devrez aussi avoir une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire vous devrez sentir ou d'avoir la sensibilité pour les attentes des peuples. Vous racontez une scène, je crois que vous dîniez avec David Cameron, qui visiblement n'avait pas, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas eu, cette espèce de sensibilité avant le Brexit. Non, je suis rentré après, c'était un déjeuner, je suis rentré et mon épouse m'a demandé qu'est-ce que tu penses? Et j'ai dit Brexit va gagner. Et naturellement, elle m'a demandé pourquoi et j'ai dit parce que M. Cameron a seulement utilisé des arguments rationnels. Mais pour le peuple anglais, c'est une question émotionnelle, c'est une question de l'identité. Deux personnages clés pour suivre ou non ces règles en 2017, c'est Mme Merkel en Europe et Donald Trump évidemment aux États-Unis. Mme Merkel d'abord, ce sens très pragmatique de sentir le vent. On lui a reproché parfois, on a dit qu'elle était opportuniste, mais c'est une grande qualité en même temps, de sentir, comme vous le dites. Elle est très responsive, comme nous disons, c'est-à-dire
Elle sait que ce qui se passe, on l'a vu avec les réfugiés, sa réponse à ce défi. La scène, pardon, était incroyable au meeting de la CDU, hein, quand elle était lumineuse, contente. Elle avait visiblement changé un peu son fusil d'épaule. Non, mais c'est aussi une femme qui a une direction, qui sait ce qu'elle veut accomplir. Mais je crois qu'elle suit un proverbe chinois qui dit si on traverse une fleuve turbulente, il faut d'abord sentir avec son pied la prochaine pierre avant qu'on fait le prochain pas. Ça, c'est le pragmatisme. Vous qui avez observé tellement de dirigeants, on dit toujours la vision, etc., c'est bien, mais le bon technicien du pouvoir, ça compte aussi. Hein. On l'a vu ces dernières années. Celui qui sent ça. Oui, c'est clair, vous devrez être un professionnel. Moi, je dis toujours, pour être un leader, il faut votre cerveau, votre cœur et votre âme, c'est-à-dire vous devriez être un professionnel. C'est votre cerveau, le cœur, il faut avoir la passion pour ce que vous faites et l'âme, il faut avoir une certaine direction, il faut avoir des valeurs. Donald Trump sera évidemment central en 2017. Vous l'avez rencontré à New York cette semaine. Comment ça s'est passé? C'est certainement une personnalité très impressionnante. Et il faut maintenant voir quelles vont être vraiment ses politiques. J'ai rencontré un grand nombre de ses collaborateurs aussi. Et je suis, disons, en attente de voir comment il structure surtout son approche aux affaires mondiales. Vous étiez dans la Trump Tower, c'est le jour où Bill Gates était aussi reçu. Hein, voilà, vous arrivez à l'étage. Comment ça se passe quand on est reçu par Donald Trump? Naturellement, c'est fascinant parce qu'on l'a vu tellement à la télévision, etc. Moi, je crois de ce qui m'a frappé dans toutes mes discussions, il va mettre beaucoup d'accent sur la capacité d'innovation de l'industrie, de l'économie américaine. C'est-à-dire innover et comme ça être plutôt compétitif dans l'avenir, va donner une sorte de force de poussée à l'économie américaine. La relance, l'idée que Trump va donner vraiment un signal de relance, ça vous l'avez senti? Oui, ça certainement va être clair et on le ressent certainement à la bourse. La réaction des marchés est très frappante. Hein. On disait les marchés vont s'inquiéter. Au contraire, on a l'impression d'une espèce de bonne humeur. Ça vient de ça. De quoi exactement? Oui, mais ce qui me fait un petit peu de souci, c'est le fait que on va s'emprunter encore plus. Alors, il faut distinguer si on utilise ces moyens pour des investissements dans les infrastructures, comme il veut le faire, ou si on finance seulement des dépenses. Est-ce qu'on risque d'entrer dans un cycle dépensier aux États-Unis et ailleurs? Oui, c'est certainement le danger. Mais si on achève avec cela que finalement l'économie retrouve un taux de croissance accru, je crois qu'on a atteint le but. Trump qui fera davantage de relance, qui taillera dans la bureaucratie, ça vous l'avez dit aussi? Oui, il va certainement réduire le système de régulation aux États-Unis. De point de vue économique, ça va avoir un effet très positif. De point de vue social, bon, il faut voir parce qu'une régulation est aussi mise en place pour protéger, dans certains cas, certains intérêts de la population. Sur la croissance, quel effet vous attendez? Moi, je crois qu'on va avoir une croissance accrue aux États-Unis, mais la question, c'est qu'on ne fabrique pas de nouvelles boules qui vont exploiter un jour. Le face-à-face Donald Trump, Klaus Schwab, il est étonnant. Hein, lui, tellement expansif, vous, tellement professoral, cérébral. Comment ça s'est passé humainement? Je crois
On a eu je ne crois pas qu'il y a des gens qui, en rencontrant M. Trump, ne seraient pas surpris, même d'une manière positive. Est-ce qu'à Davos, alors il y a l'inauguration de sa présidence en janvier, donc il ne pourra pas être là, est-ce que son administration sera représentée? Oui, on a certainement l'ancienne administration très bien représentée à Davos, comme d'ailleurs plus que presque une centaine de gouvernements, mais l'administration nouvelle va être représentée par des membres du Transition Team, parce qu'il ne faut pas oublier que l'inauguration se fait seulement le dernier jour de Davos. Le monde entier a défilé à Davos depuis plus de 40 ans maintenant. C'est une école, c'est une observation du monde extraordinaire. Vous avez aujourd'hui 78 ans. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on évolue quand on dirige une maison comme ça? On devient par exemple plus audacieux ou moins audacieux? Il faut toujours devenir plus curieux. Et ça vous tient jeune, parce que c'est un monde, on parle beaucoup des problèmes, on parle beaucoup de défis, mais c'est quand même un monde qui a beaucoup d'opportunités. Si je regarde et compare le monde aujourd'hui avec le monde quand j'écris le forum, il faut dire quel progrès. On peut devenir plus âgé, avoir une vie beaucoup plus saine. Il y a plus de démocratie dans le monde. Il y a moins de gens en début de cette tragédie en Aleppo. Il y a moins de monde qui meurt aujourd'hui à travers de la guerre qu'il y a 40 ans. Merci Klaus Schwab. En janvier, votre livre, en français, sur la 4e révolution industrielle. Le plus précieux, c'est quoi? Les gens qui ont des postes de pouvoir comme les vôtres, ils hésitent souvent. Ils disent le temps, ou l'argent, ou les idées, ou... Qu'est-ce que vous dites, vous? Oui, je crois qu'on laisse à la fin quelque chose qui dure. Un héritage. Un héritage. Un héritage. Et, moi, je dirais, à la fin, c'est peut-être un petit peu plus, comment dirais-je, philosophique, mais je crois qu'il faut vivre une vie où on donne plus à la société que la société donne à vous. C'est la plus-value économique. Exact, la plus-value personnelle. Merci Klaus Schwab. Merci bien. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.